Albert Soboul, la Révolution française. Les massacres de septembre. Les massacres de septembre constituaient le point culminant de cette première terreur. Le péril extérieur était loin d'être conjuré. Le 26 août, on apprit à Paris la prise de Longwy. L'invasion progressait, avivant la fièvre révolutionnaire et patriotique. En même temps parvenait la nouvelle d'une tentative d'insurrection en Vendée. L'ennemi était partout. Tandis que la Commune imprimait un nouvel élan à la défense nationale, poussant les travaux de retranchement en avant de la ville, faisant forger 30 000 piques, procédant à de nouveaux enrôlements, désarmant les suspects pour armer les volontaires, les chefs de la Gironde, jugeant la situation militaire désespérée, songeaient à quitter Paris avec le gouvernement. Roland préparait l'évacuation au sud de la Loire. Danton s'y refusa. « Roland, garde-toi de parler de fuite. Crains que le peuple ne t'écoute. » Cependant, les visites domiciliaires autorisées par l'Assemblée commençaient le 30 août. Elles durèrent 2 jours sans désemparer. 3000 suspects furent arrêtés et conduits en prison. Il est vrai que beaucoup d'arrestations ne furent pas maintenues. Le 2 septembre, il y avait dans 9 maisons de détention environ 2800 prisonniers, dont moins d'1 millier seulement entrés depuis le 10 août. Le 2 septembre au matin, parvint à Paris la nouvelle que Verdun était assiégé. Verdun, la dernière forteresse entre Paris et la frontière. Aussitôt la Commune lança une proclamation aux Parisiens. « Aux armes, citoyens, aux armes! L'ennemi est à nos portes !» Par son ordre, on tira le canon d'alarme, on battit la générale, on sonna le tocsin, on ferma les barrières, on convoqua les hommes valides au champ de Mars pour former des bataillons de marche. Les membres de la Commune gagnèrent leurs sections respectives. Ils peindront avec énergie à leurs concitoyens les dangers imminents de la patrie, les trahisons dont nous sommes environnés ou menacés, le territoire français envahi. La Commune, une fois de plus, donnait l'exemple de l'élan patriotique. Dans cette atmosphère surexcitée par le canon et le tocsin, la hantise de la trahison grandit. Les volontaires se préparent à sortir en masse. Le bruit se répand que derrière eux, les suspects emprisonnés vont se soulever pour tendre la main à l'ennemi. Marat a déjà conseillé aux volontaires de ne pas quitter la capitale sans avoir fait justice des ennemis du peuple. Dans l'après-midi du 2 septembre, des prêtres réfractaires que l'on conduisait à la prison de l'abbaye furent mis à mort par leurs gardiens, des fédérés marseillais et bretons. Une bande formée de boutiquiers, d'artisans, de fédérés, de gardes nationaux se porta sur la prison des Carmes où étaient enfermés de nombreux réfractaires. Ils furent massacrés. Puis, ce fut le tour des prisonniers de l'abbaye. Le comité de surveillance de la Commune intervint alors. Des tribunaux populaires furent établis. Dans la conception populaire, l'exercice de la justice est un attribut de la souveraineté. Le peuple s'en ressaisit si besoin est. Un commissaire de la Commune déclara dans la nuit du 2 au 3 septembre. Le peuple, en exerçant sa vengeance, rendait aussi la justice. Les exécutions continuèrent les jours suivants dans les autres prisons. À la Force, à la Conciergerie, puis au Châtelet, à la Salpêtrière. Enfin, le 6 septembre, à Bicêtre. En tout, plus de 1100 prisonniers furent mis à mort, dont les 3/4 étaient des détenus de droit commun. Les autorités laissèrent faire. L'Assemblée était impuissante. Les Girondins terrorisés se sentaient menacés. Danton, ministre de la Justice, ne fit rien pour protéger les prisons. « Je me fous bien des prisonniers », aurait-il déclaré, d'après Madame Roland. « Qu'ils deviennent ce qu'ils pourront. »
Dans une circulaire envoyée au département, le comité de surveillance de la commune justifia son action et invita la nation entière à adopter ce moyen si nécessaire de salut public, indispensable pour retenir par la terreur des légions de traîtres cachés dans nos murs, au moment où le peuple allait marcher à l'ennemi. Tout en frémissant d'horreur, on les regardait comme une action juste. Est-il écrit des massacres de septembre dans les souvenirs d'une femme du peuple. C'est en effet en fonction de l'époque et du milieu où ils se sont déroulés qu'il faut apprécier les événements de septembre. La crise révolutionnaire, en s'approfondissant, avait précisé et durci en même temps les traits nouveaux de la nation. Les massacres de septembre et la première terreur présentent un aspect national et un aspect social que l'on ne saurait dissocier. L'invasion, les Prussiens ont pénétré en France le 19 août, constituait un puissant facteur de surexcitation. Cette période fin août, début septembre 92, qui fut sans doute celle du plus grand danger de la Révolution, fut aussi celle où la nation populaire ressentit le plus fortement le péril extérieur. Mais à la peur nationale se joignit la peur sociale, peur pour la Révolution, peur de la contre-révolution. Le complot aristocratique hantait à nouveau l'esprit des patriotes. Il fallait empêcher les ennemis d'aller dans la capitale, écrit dans son carnet le dragon Marquand, le 12 septembre 92, après la perte du poste de la Croix-aux-Bois dans l'Argonne, où il devait égorger nos législateurs, remettre à Louis Capet son sceptre de fer et nous redonner nos chaînes. À mesure que s'accroissait la peur et la haine de l'envahisseur, grandissait en même temps la peur et la haine de l'ennemi du dedans, des aristocrates et de leurs partisans. Haine sociale, et pas seulement parmi la sans-culotterie parisienne. Taine, que l'on ne peut suspecter de bienveillance, a tracé un tableau saisissant de la colère formidable que déchaîna, au sein des masses paysannes, la perspective d'un rétablissement de l'ancien régime et de la féodalité. Il ne s'agit plus de choisir entre l'ordre et le désordre, mais entre le nouveau régime et l'ancien, car derrière les étrangers on aperçoit les émigrés à la frontière. L'ébranlement est terrible, surtout dans la couche profonde qui portait seule presque tout le poids du vieil édifice, parmi les millions d'hommes qui vivaient péniblement du travail de leurs bras, qui, taxés, dépouillés, rudoyés depuis des siècles, subissaient de père en fils la misère, l'oppression et le dédain. Ils savent par leur expérience propre la différence de leurs conditions récentes et de leurs conditions présentes. Ils n'ont qu'à se souvenir pour revoir en imagination l'énormité des taxes royales, ecclésiastiques et seigneuriales. Une colère formidable roule de l'atelier à la chaumière avec les chansons nationales qui dénoncent la conspiration des tyrans et appellent le peuple aux armes. À aucun autre moment de la Révolution ne se manifesta avec autant d'évidence la liaison intime du problème national et des réalités sociales. En arrêtant les progrès de nos ennemis, nous avons arrêté ceux des vengeances populaires qui ont cessé aussitôt les unes que les autres, écrivit Azéma dans son rapport du 16 juin 93. Valmy marqua la fin de la première terreur. Ce n'était plus cependant la garde nationale bourgeoise de la Fédération que rallia ce jour-là le mot d'ordre « Vive la nation », mais une armée de tailleurs et de savetiers, ces mêmes hommes qui avaient fait les massacres. Les conséquences de cette première terreur et des journées de septembre accentuèrent encore les effets du 10 août et du renversement du trône. Dans le domaine religieux, l'Assemblée, dès le 10 août, avait voté l'application des décrets frappés du veto royal, donc de celui du 27 mai 92 sur l'internement et la déportation des prêtres réfractaires.
Le 16 août, la commune interdit les processions et les cérémonies extérieures du culte. Le 18 août, l'Assemblée ordonna la dissolution de toutes les congrégations encore existantes. Elle renouvela la défense déjà faite, le 6 avril 92, au ministre du culte de porter le costume ecclésiastique hors de l'exercice de leurs fonctions. Le 26 août, l'Assemblée donna aux prêtres réfractaires 15 jours pour sortir de France, sous peine de déportation. Ces mesures contre les réfractaires, qui privaient de nombreuses communes de leurs prêtres, entraînèrent la laïcisation de l'état civil qui fut confié aux municipalités le 20 septembre 92. Cette importante réforme, première étape dans la voie de la séparation de l'Église et de l'État, ne fut pas inspirée par une pensée de neutralité laïque, mais imposée sous le coup de la nécessité et par l'esprit de combat. Elle frappa, tout autant que les réfractaires, le clergé constitutionnel, à qui l'on enleva bientôt les cloches et l'argenterie des églises, puis les biens des fabriques mis en vente. Le divorce fut institué le 20 septembre 92. La rupture des républicains avec le clergé constitutionnel était proche. Dans le domaine social, les redevances féodales, soumises au rachat, furent abolies, sans indemnité, le 25 août, à moins que ne subsistât le titre primitif légitimant leur perception. Le 14 août, il avait été décidé que les biens d'émigrés mis en vente par le décret du 27 juillet seraient divisés en petits lots. Le partage des biens communaux fut autorisé. Pour résoudre la question des subsistances, les autorités locales taxaient les denrées de première nécessité. L'Assemblée finit par autoriser les 9 et 16 septembre les directoires de district à recenser les grains et à les réquisitionner pour l'approvisionnement des marchés. Mais elle refusa la taxation. L'œuvre sociale de la Constituante n'en subissait pas moins les contre-coups de la victoire populaire. On en revint peu à peu à la réglementation que demandait le peuple, soutenu par la Commune, et à laquelle les Girondins, représentant les intérêts de la bourgeoisie, demeuraient foncièrement hostiles. Ainsi se précisait le conflit entre la Gironde et la montagne. Dans le domaine politique, le rétablissement de la monarchie parut de plus en plus impossible. Le 4 septembre, les députés exprimèrent le vœu que la Convention l'abolisse. L'Assemblée électorale de Paris en donna mandat impératif à ses élus. C'est dans ces conditions que se déroulèrent les élections à la Convention. Les assemblées électorales se réunirent à partir du 2 septembre. Malgré l'octroi du droit de vote aux citoyens passifs, les abstentions furent nombreuses, sans que l'on puisse d'ailleurs en conclure à l'hostilité de l'ensemble des abstentionnistes. Seuls les aristocrates et les feuillants s'abstinrent, par prudence. Les députés à la Convention furent ainsi nommés par une minorité résolue à défendre les conquêtes de la Révolution.